Bienvenue sur ce webinaire sur ménopause et exposition au DES. C'est le troisième webinaire sur ce sujet et vous êtes nombreuses à vous être inscrites. Ce n'est pas surprenant parce que vous êtes très concernées en raison de votre âge, entre 49 et 75 ans, si j'ai bien calculé, et parce que la ménopause a certaines particularités chez vous, chez les filles DES. Nous allons voir ensemble, d'une part, les conséquences de la ménopause, ses particularités chez les filles DES, puis nous détaillerons leur prise en charge. Définition, la ménopause, c'est l'arrêt des règles depuis au moins 12 mois. Elle est liée à la diminution des estrogènes. L'âge moyen en France est de 51 ans. On définit la périménopause comme la période qui va du début des modifications des règles, irrégulières en général, jusqu'à leur arrêt complet. La suivante. Il faut préciser que si une large proportion des ménopauses se passe simplement, beaucoup s'accompagnent d'effets indésirables et qui sont parfois majeurs. Première catégorie, ce sont les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, bien caractéristiques de la ménopause. Elles sont liées à la chute des estrogènes. Elles touchent 80% des femmes, mais on considère qu'elles sont très invalidantes chez 25% d'entre elles. La durée est variable en termes d'années, elle dépasse en principe rarement 7 ans. Et c'est imprévisible. D'autres désagréments, fatigue, troubles du sommeil, douleurs articulaires, tout ceci devrait être pris en charge. La suivante. On insiste beaucoup sur le retentissement psychique, troubles de l'humeur et de la mémoire, irritabilité, anxiété, difficultés de concentration. Brouillard, c'est le terme qu'emploient les femmes ménopausées assez fréquemment. Fatigue aussi des suivis médicaux. Et puis, inquiétude face au traitement, et ceci est spécialement vrai chez les filles DES. Alors, j'ai une proposition à vous faire, un traitement inhabituel. Si vous avez le moral un peu qui flanche, voici ce que je vous propose. C'est une pièce de théâtre absolument hilarante, où je suis allé pour vous, pour vérifier le produit, bien sûr, et dans lequel, à la sortie, il se trouve que les actrices, c'est assez rare, étaient là, faisaient une haie d'honneur aux participants. Et quand j'ai signalé que j'étais gynécologue, ils m'ont demandé de faire de la pub. Alors je la fais avec plaisir parce que vous passerez un très bon moment. Autre trouble spécialement marqué, nous y reviendrons chez les filles DES, sécheresse vaginale et troubles urinaires. Tout ceci est lié à la carence en estrogène, touche la majorité des femmes et s'aggrave avec la durée de la ménopause. Ceci a des impacts négatifs avec retentissement sexuel, mais il y a aussi des effets urinaires avec irritation, infection et incontinence éventuellement. L'ostéoporose est une maladie diffuse à l'ensemble du squelette. Elle est présente chez 10% des femmes en début de ménopause. Elle peut arriver à 50% à 80 ans. Il y a un risque accru des différentes pièces maîtresses de l'ossature, colonne, poignet, col du fémur. Il existe un test assez simple qui peut être employé lors de la ménopause pour savoir où vous en êtes sur ce plan de l'ostéoporose. La suivante. On insiste actuellement beaucoup, et nous y reviendrons souvent, sur les risques cardiovasculaires. Quelle est la cause de ces risques? Eh bien, la diminution d'estrogène a pour effet négatif l'augmentation de la plaque d'athérome. Qu'est-ce que c'est que la plaque d'athérome? C'est un tissu graisseux qui va rétrécir les vaisseaux coronaires, qui se trouvent être plus petits, ces vaisseaux, chez les femmes que chez les hommes. Nous reviendrons sur ces différences
entre les deux sexes qui sont importants pour la prise en charge. Donc, dans un premier temps, il y a, du fait de la baisse d'estrogène, une augmentation de la plaque d'athérome, et il peut se produire, dans un second temps, une rupture de cette plaque d'athérome, et c'est là que se produit un risque d'infarctus du myocarde. La suivante. Il y a des particularités de l'infarctus du myocarde chez les femmes. D'une part, il y a une forte augmentation depuis 10 ans par rapport aux hommes, qui ne sont pas encore rejoints, mais vous vous rapprochez malheureusement. Elles sont peut-être dues à l'augmentation de la prise de tabac plus importante, semble-t-il, chez les femmes, peut-être une activité physique moindre. Le diagnostic, de plus, est difficile, car les symptômes sont trompeurs, ce qui entraîne un retard à la prise en charge. Il y a par exemple plus fréquemment des signes digestifs qui évoqueraient des problèmes d'estomac, d'intestin. C'est vrai chez l'homme, mais beaucoup plus fréquent chez la femme. Alors il y a une formule que j'aime bien qui décrit bien les situations dans les couples, c'est que la femme appelle le SAMU pour l'infarctus de son conjoint, mais pas l'inverse. Parce qu'il faut dire que c'est différent, et puis qu'il faut absolument que c'est le fait de certaines associations et organisations qui s'occupent précisément de ces problèmes cardiovasculaires chez la femme, c'est d'informer mieux toute la chaîne, c'est-à-dire même les familles, mais aussi, bien sûr, aux urgences, etc. Parce qu'il y a actuellement une perte de chance chez les femmes avec une mortalité supérieure à celle des hommes. Quelques particularités de la ménopause chez les filles DES. L'âge de la ménopause. L'âge moyen en France, on l'a vu, est de 51 ans. Il se trouve qu'un peu plus fréquemment, elle se produit avant 45 ans, c'est vrai, chez 16% des filles DES, contre soit 7% dans la population générale. L'ostéoporose. Eh bien, pour une fois, les filles DES font mieux, puisque globalement, il y a moins d'ostéoporose. Certaines études, entre autres de Parker en 2014, considéraient que c'était un effet à long terme des estrogènes, puisqu'ils sont favorables, ces estrogènes, sur le plan cardiovasculaire, que cet effet des estrogènes, même in utero, peut se manifester très tardivement. Il y a une exception cependant, si la ménopause est plus fréquente et plus précoce, bien sûr, on n'a pas le bénéfice habituel pour les filles DES. La suivante. Il y a un problème particulier chez les filles DES de sécheresse vaginale et de troubles urinaires. Ceci est dû à une situation particulière de la muqueuse vaginale qui est très souvent différente de Madame Tout-le-Monde, si je peux dire, parce que le vagin est recouvert par un tissu fragile, un tissu glandulaire, et non pas le tissu résistant normal. Alors, dans les années qui passent, il y a une transformation de ce tissu fragile en un tissu moins fragile, mais qui, au total, reste tout de même moins résistant et donnant plus de troubles. Et ceci se retrouve tout spécialement dans la période post-ménopausique. Risque cardiovasculaire, malheureusement, les filles DES ne sont pas gagnantes sur ce plan, car Troisi, en 2017, équipe américaine qui a fait beaucoup de travaux sur les conséquences du DES, a montré qu'il y avait une augmentation des accidents cardiovasculaires. La maladie coronaire ou angine de poitrine, dans laquelle il y a un rétrécissement sans dégâts, si on peut dire, pour le cœur, mais avec des douleurs qui attirent l'attention, il faut les reconnaître. Et puis un taux d'infarctus du myocarde qui est multiplié par 2,2. Une note favorable cependant, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation des accidents cardiovasculaires cérébraux. Un point important et favorable, risque de cancer du sein. Il avait été bien établi, entre autres par une étude américaine en 2006 et notre étude avec l'association en 2015, qu'il y avait, avant 50 ans, un risque de cancer du sein multiplié par 2. Et puis, l'équipe américaine
a réévalué sur la même population, les mêmes femmes qui avaient été étudiées en 2006, et qui a trouvé que le risque était revenu à la norme après 50 ans, donc chez vous. C'est un point très important pour la ménopause, puisque ceci permet d'envisager un traitement hormonal, alors que l'augmentation qu'on redoutait du fait de la fréquence augmentée avant la ménopause rendait très prudent. C'est un point que nous reprendrons. L'endométriose, vous savez ce que c'est? L'endométriose, c'est le tissu qui vient de l'endomètre, comme son nom l'indique, et qui va migrer, sans qu'on sache bien pourquoi, à l'intérieur de l'abdomen, par exemple sur les ovaires ou sur l'intestin, ou d'autres fois, ce sera à travers les muscles de l'utérus. Cette endométriose se manifeste globalement par des douleurs, ou lorsque c'est la forme d'adénomiose, c'est-à-dire celle qui touche la paroi d'utérus, ceci entraîne des saignements. Alors, un bon point, c'est qu'à la ménopause, tout ce qui a rapport aux règles s'arrête, et donc il y a diminution des douleurs et diminution des saignements. Alors, la question va se poser, est-ce qu'on peut faire un traitement hormonal de la ménopause, puisqu'on va réintroduire les estrogènes qui étaient favorables à l'endométriose? Alors, il n'est pas très dangereux de tenter sa chance, et le plus souvent ça marche. On peut instituer un traitement hormonal et on peut juger s'il réapparaît des douleurs ou des saignements, mais il faudra trouver d'autres solutions. Et sinon, il peut continuer en employant en général le traitement le moins dosé possible. Nous arrivons maintenant à la prise en charge de la ménopause, ou THM, comme on l'appelle en abrégé. C'est le traitement le plus efficace. Il agit sur certains effets majeurs que sont les bouffées de chaleur, l'ostéoporose et la sécheresse vaginale, en disant cependant qu'il n'est pas suffisamment efficace apparemment sur la sécheresse vaginale. Nous y reviendrons. Il y a eu une très importante controverse au début des années 2000, en 2002 exactement, et qui a beaucoup fait parler de lui avec des grands chambardements, si on peut dire, sur le traitement hormonal. En effet, une étude américaine de WHI a observé une augmentation des cancers du sein et des infarctus du myocarde. C'était un coup de tonnerre, à la suite de quoi il y a eu une chute très importante mondiale des traitements de la ménopause, et on le comprend. Cependant, il y a eu beaucoup d'études sur ce sujet depuis, et on a constaté qu'en fait, cette étude s'adressait à des femmes très particulières américaines, d'une part parce qu'elles étaient âgées, la moyenne d'âge se situant à 63 ans, et d'autre part, les traitements employés étaient des traitements qu'on peut dire très artificiels avec des molécules qui ne sont pratiquement plus employées. Il y a eu depuis de très nombreuses études et heureusement, en employant des hormones qui sont plus proches des hormones naturelles, avec de préférence la voie cutanée, eh bien, on a pu démontrer qu'il n'y avait pas d'augmentation de cancer du sein, très clairement jusqu'à 5 ans, et avec un léger doute, mais très faible, jusqu'à 10 ans. Donc c'est un point essentiel pour éventuellement employer un tel traitement. La suite. Deuxième point, c'est l'infarctus du myocarde qui avait été trouvé beaucoup plus élevé. Alors il a été découvert à l'occasion de ces études une explication, car on avait observé qu'il y avait une amélioration et un moindre risque d'infarctus lorsqu'on faisait un traitement dans les 10 ans qui suivaient la ménopause, alors qu'il était augmenté lorsqu'on traitait des femmes plus âgées. L'explication est la suivante. Eh bien, dans les 10 ans après la ménopause, puisqu'on apporte l'estrogène qui est protecteur, on va diminuer la formation de la plaque d'athérome et donc le risque d'infarctus. Donc c'est favorable dans cette première tranche. En revanche, au-delà, surtout si on met en route le traitement alors que la plaque d'athérome s'est déjà installée, et c'était le cas des femmes américaines, beaucoup, l'athérome qui s'est installé risque
d'être décollé, et ceci, c'est un des effets d'estrogène dans cette tranche d'âge, donc risque d'infarctus. Donc, d'où la notion nouvelle et essentielle qu'il faut débuter le traitement hormonal tôt. C'est ce qu'on appelle en général la fenêtre de traitement, et qu'en revanche, on est très réticent pour entreprendre surtout des traitements tardifs. Alors, il y a beaucoup de traitements proposés pour la ménopause. Le pharmacien a beaucoup de produits et il ne faut pas les négliger car ils ont un effet qui est assez souvent favorable. Donc, on peut commencer par des choses simples. Il semble plus risqué donc, de s'adresser, au lieu de son pharmacien, de s'adresser à Internet parce que les produits sont spécialement peu contrôlés. La suivante. Alors, il y a eu un grand espoir il y a 2 ans, j'en avais fait part lors du dernier webinaire, c'est que c'est un traitement toujours, des bouffées de chaleur qui n'est pas hormonal. En effet, les bouffées hormonales sont liées à un mécanisme de thermorégulation, donc neurologique, et il y a deux molécules qui ont été proposées. Elles ont été approuvées par la FDA en 2023 et par l'Agence européenne en 2025. Elles sont disponibles, surtout la première, Fezolinetant, disponible en France depuis avril 25. L'efficacité est bien démontrée, malheureusement un peu inférieure au THM, mais malheureusement, comme il arrive parfois, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes, car il y a un risque d'atteinte hépatique. Ceci concerne un petit nombre de femmes, mais bien sûr, ça a alerté, et il faut bien dire que ça a jeté un froid sur ce traitement qui donnait de grands espoirs, et s'y fait qu'actuellement, si on décide d'employer le traitement, ce qui est tout de même acceptable, il faut l'encadrer. Et entre autres, par exemple, il faut faire un bilan hépatique avant, puis un bilan hépatique tous les mois pendant 3 mois. Alors cette étude lance une alerte. Elle mérite d'être réévaluée pour savoir si c'est le traitement de demain ou si malheureusement il ne pourra pas être employé facilement. Il faut dire que depuis cette alerte, on se rend compte qu'en France, ce produit n'a pas été beaucoup utilisé seulement dans des formes particulières majeures. La particularité, comme je vous l'ai dit, chez les FIDES, c'est d'avoir beaucoup plus de problèmes locaux, sécheresse vaginale. Alors, il y a 3 types de produits locaux qui peuvent être employés. Les hydratants, qu'il faut employer largement, qui favorisent une amélioration de la santé, si on peut dire, de la muqueuse vaginale. Et le deuxième type de produits sont lubrifiants, qui sont nécessaires pour le confort sexuel, donc en temps utile. Et puis, ce qui est important, c'est de parler des estrogènes par voie vaginale. Ils ont un effet très favorable sur la sécheresse vaginale et même supérieur au traitement par voie générale, point très important. Et de la même façon, ils ont un effet très favorable sur l'ensemble des troubles urinaires, irritation, infection, incontinence. Il y a cependant une information pratique essentielle à donner. Si vous regardez attentivement le papier d'information qui accompagne ces estrogènes par voie vaginale, vous serez effrayé. Pour la bonne raison qu'on n'a pas fait le distinguo entre les estrogènes par voie générale et on a mis tout ce qui pouvait se produire pour les estrogènes par générale. Or, on sait maintenant, ce qui n'était pas clair il y a quelques années, que le passage dans la circulation générale des estrogènes à partir de la voie vaginale est infime. Et donc, ce n'est pas du tout une contre-indication à ce traitement local, mais en ne se laissant pas trop impressionner par ces informations qui sont réglementairement obligatoires. J'espère qu'elles seront tout de même améliorées, parce que c'est terrifiant, alors qu'il est bien établi maintenant, je ne m'avance pas à la légère, qu'on peut employer ces estrogènes et qui ont un effet souvent très essentiel. Particularité de la prise en charge de la ménopause pour les filles DES. Tout va se commencer lors d'une consultation
personnalisée à la recherche des effets négatifs, bouffées de chaleur, leur importance, évaluer éventuellement le risque d'ostéoporose. On peut faire, s'il y a des doutes, entre autres s'il y a des cas familiaux, une ostéodensitométrie. Évaluer le risque de cancer du sein, ce qui veut dire risque familial, risque personnel, et où on en est pour son statut vis-à-vis des mammographies, nous y reviendrons. Et puis, puisqu'il est maintenant, il apparaît comme un élément essentiel de décision, le risque cardiovasculaire. Ceci signifie s'informer sur les risques familiaux, accidents vasculaires, risque de tension. Il n'est pas inutile dans cette période-là de posséder un appareil à tension pour surveiller et repérer assez tôt une hypertension. Il faut aussi faire un bilan sanguin, cholestérol, recherche de diabète. Et s'il y a des doutes, il est conseillé de faire prendre l'avis d'un cardiologue. Et puis, il y a le souhait de se traiter ou pas. Et on peut comprendre que les FIDES est une petite dent contre les traitements hormonaux. Et je crois qu'il faut reprendre tous les éléments dont on dispose pour se décider. Comme on l'a vu ici, le traitement est choisi. Il doit débuter pendant les 10 premières années de la ménopause. En gros, avant 60 ans en général. Il faut aussi, ça c'est immédiat, agir sur les risques modifiables. Et je suis très impressionné. Je suis allé pour vous à tous les congrès sur la ménopause depuis 2 ans. Et j'ai chaque fois le même numéro par une spécialiste qui est de Clermont-Ferrand, mon pays, et qui montre quels sont les avantages incroyables de l'activité physique. Et elle décrit très clairement comment la marche rapide, par exemple, ou le vélo pendant 30 minutes, 3 ou 4 fois par semaine, réduit de façon considérable toutes sortes d'effets, et tout spécialement les accidents cardiovasculaires. Donc, je vous transmets le message. Alors, je vais faire une parenthèse. C'est une actualisation concernant le dépistage des cancers du col chez les filles DES. Le dépistage sur la population générale actuellement, à partir de 30 ans, c'est recherche du virus HPV tous les 5 ans jusqu'à 65 ans. Les filles DES, comme beaucoup le savent ou toutes, ont un dépistage différent pour 2 raisons. Car elles ont un risque accru de 2 cancers ou précancers. Une part, un risque accru de dysplasie, c'est le cancer de Madame Tout-le-Monde, le précancer de Madame Tout-le-Monde. Il est lié celui-ci au virus HPV, d'où son emploi dans la population générale pour le dépistage. Mais il y a aussi l'adénocarcinome à cellules claires, qui, lui, n'est pas lié au virus HPV. Il y a maintenant 2 ans, comme il n'y avait pas de recommandation officielle pour les filles DES, nous avons travaillé avec la Société française de colposcopie et pathologie cervico-vaginale pour élaborer ce qu'on peut appeler, puisque ce n'est pas tout à fait officiel, des avis d'experts. Et nous avions conclu que pour les filles des Silbènes, l'association devait être à la fois le test HPV, comme les autres, mais aussi la cytologie, qui est l'examen de cellules, puisque c'est le seul examen qui est capable de diagnostiquer l'adénocarcinome à cellules claires. Et nous avions proposé de faire, c'est ce qui est inscrit d'ailleurs dans le guide pratique, et nous avons conclu de faire cette recherche double tous les 3 ans jusqu'à 65 ans. Alors, il y a un point précis de détail, mais qui a son importance, c'est que lorsqu'on demande un prélèvement, on signale qu'on veut, parce qu'on est FIDES, on veut les 2 prélèvements associés, et il faut que ce message soit transmis aussi au laboratoire. Pourquoi on demande directement cette association? Pour qu'on puisse avoir une prise en charge. Ce n'est pas toujours facile. C'est pour cette raison
que nous avons pris contact avec l'HAS, qui est l'organisme officiel des recommandations, pour que soient élaborées de nouvelles recommandations, ce qui facilitera la prise en charge par l'assurance maladie. Pendant ce temps-là, il y a eu des données nouvelles. En 2024, on a trouvé qu'il y avait encore des cancers ACC jusqu'à, disons, dans la tranche de 50 à 65 ans. Deuxième point, une large étude nationale aux Pays-Bas a remarqué qu'il y avait plus fréquemment chez les filles DES des cancers habituels du vagin, aussi dans cette tranche, jusqu'à 65 ans. Donc, pour cette raison, on peut considérer que les données que je vous ai transmises là, qui étaient les recommandations d'experts qui datent donc de 2 ans, pourraient être revues en réduisant l'intervalle. Il est actuellement de 3 ans. On peut imaginer qu'il pourrait être réduit après réévaluation et ces données nouvelles à 2 ans, voire 1 an. Ceci sera probablement interviendra les recommandations officielles cette année et bien sûr, nous vous informerons. Alors, dépistage des cancers du sein, c'est très important. Nous avons vu que les données avaient changé et puisque maintenant, à partir de 50 ans, votre risque est le même que celui d'une femme non exposée, il faut suivre la règle générale de dépistage organisé qui est une mammographie tous les 2 ans de 50 à 74 ans. Cependant, ça c'est le dépistage organisé avec convocation ou pas d'ailleurs, tel qu'il est actuellement. Cependant, des grandes voix qui travaillent beaucoup sur le cancer du sein et entre autres le respire a tiré la sonnette d'alarme, car si on arrête le dépistage après 74 ans, il y a encore beaucoup de cancers qui surviennent après. Et malheureusement, sans dépistage, on arrive à des découvertes souvent tardives de cancer. Donc il y a une tendance actuellement pour conseiller, à titre individuel cette fois, de continuer les mammographies au-delà de 74 ans, afin de découvrir, si besoin, des lésions à un stade plus précoce. Alors pour finir, les données que je vous ai données là sont résumées en tous les cas dans le guide, que vous pouvez avoir facilement sur le site des-france.org. Il y a 2 versions. La version courte, 4 pages, qui peut servir d'intermédiaire entre médecins et famille DES. Et vous avez la version longue qui en est maintenant à 30 pages et dans laquelle on a fait pour l'instant un résumé de ce que je viens de vous raconter et nous ferons probablement une petite mise à jour. Et je ne résiste pas à l'habitude de pousser un petit cocorico puisque notre guide a reçu en 2022 le prix de la revue Prescrire. Merci pour votre attention. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous.